On le sent déjà à travers ses petites leçons d'optique naturaliste, Zola a le génie de la vision dynamique et des images mobiles. Il imagine ainsi, dans La Curée, René montant l'escalier face au grand miroir qui reflète son image mouvante. Sur le premier palier, une immense glace tenait tout le mur. René montait, et à chaque marche, elle grandissait dans la glace. Cette simple image pourrait être l'emblème minimaliste de l'esthétique cinématographique avant la lettre de la description zolienne. À la photographie, qui est un art de l'espace, le cinéma, inventé par les frères Lumière en 1895, ajoute un art du temps, dont les transparents de Carmontel avaient posé le principe dès la fin du XVIIIe siècle et dont Zola saura magnifiquement anticiper tous les effets. Carmontel, qui avait dessiné le parc Monceau pour en faire un jardin féerique, était l'ordonnateur des fêtes du duc d'Orléans. Tandis que le petit peuple de Paris applaudissait aux ombres chinoises de Séraphin, qui avaient eu leur heure de gloire à Versailles, il inventait une nouvelle machine optique. Il s'agissait d'un long rouleau translucide, fait de feuilles peintes à la gouache et à l'aquarelle sur un papier très fin, qu'on faisait défiler à la manivelle devant un écran de la taille moyenne de nos téléviseurs. On pouvait éclairer cet écran soit par la lumière du jour, en le plaçant devant une fenêtre, soit à la lumière de la bougie. Le spectacle, agrémenté de musique et de dialogue, durait 1 heure ou 2. Le plus célèbre de ces rouleaux mesurait 42 mètres de long et représentait les 4 saisons. C'était un parcours en images. Le premier tableau montrait un couple de jeunes gens arrivant dans une calèche. Le spectateur était alors comme embarqué dans leur voyage et traversait avec eux un parc imaginaire où flânaient bourgeois et aristocrates. Les paysages, inspirés du parc Monceau, se succédaient, changeaient au gré des saisons, s'animaient de musique et de danse, de châteaux illuminés, se peuplaient de paysans ou de pêcheurs vaquant à leurs occupations. Cette machine optique se transforma en jouet d'enfant à la fin du XIXe siècle. On pouvait, grâce à elle, se promener virtuellement dans les allées des expositions universelles. Or c'est précisément par une description ambulatoire, à la manière de Carmontel, que débute La Curée. D'emblée, on est au cœur de l'action. Au retour, dans l'encombrement des voitures qui rentraient par le bord du lac, la calèche du marché au pas. Un moment, l'embarras devint tel qu'il lui fallut même s'arrêter. Pour Zola, cet arrêt opportun est évidemment l'occasion de présenter ses personnages, René et Maxime. Notons qu'il rentre précisément au parc Monceau. C'est aussi l'occasion de poser en scène, comme il dit, la société mondaine qui s'exhibe au bois de Boulogne. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le sens qu'il a des images mobiles. Tout à coup, les lueurs d'or, les éclairs vifs qui semblaient s'être fixés sur les dorures des roues à l'arrêt, s'animent dans la reprise du mouvement. Ce fut comme un réveil. 1000 clartés dansantes s'allumèrent. Des éclairs rapides se croisèrent dans les roues. Des étincelles jaillirent des harnais secoués par les chevaux. Il y eut sur le sol, sur les arbres, de larges reflets de glace qui couraient. Ce pétillement des harnais et des roues, ce flamboiement des panneaux vernis, dans lesquels brûlait la braise rouge du soleil couchant, ces notes vives que jetaient les livrées éclatantes perchées en plein ciel, et les toilettes riches débordant des portières, se trouvèrent ainsi emportés dans un grondement sourd, continu, rythmé par le trot des attelages. Si cette promenade au bois reste encore bien accordée aux habitudes visuelles du flâneur, il n'en va plus de même avec les images vues du train dans la bête humaine. C'est une banalité de dire que le XIXe siècle est celui de la machine à vapeur. Or cette révolution technique a entraîné un bouleversement optique sans précédent, comparable à celui qu'a été pour vous votre premier voyage en TGV. Tout à coup, le regard nonchalant du promeneur, se mouvant à l'allure de la calèche, a dû s'adapter à la vitesse du train, et la perception du monde en a été profondément altérée. Comme l'écrivait Paul de Kock en 1842, alors que les locomotives ne circulaient encore qu'à 50 km/h, on voit fuir devant soi les arbres, les maisons, les villages. Tout cela passe bien plus vite que dans une lanterne magique. Et tout cela est véritable. Vous n'êtes pas le jouet de l'optique. Le chemin de fer est la véritable lanterne magique de la nature. Vers 1830, des panoramas mouvants
proposait une synthèse du panorama fixe et des transparentes carmontelles. Le spectateur, assis dans un wagon immobile, voyait défiler le paysage sur une longue toile peinte se déroulant entre deux cylindres. En 1897, les frères Lumière lui substitueront leur panorama pris du train avec une caméra embarquée, autrement dit, les premiers travelling de l'histoire du cinéma. Le train est donc pour les hommes du XIXe siècle une formidable machine à voir. Lorsque Zola fait le trajet Paris-Mantes aux côtés du mécanicien pour préparer son roman, la locomotive atteint déjà les 80 km/h, une vitesse qui déstructure le champ de vision. Après Rouen, la scène se déroulait. On ne l'abandonnait à Bonnières que pour la retrouver brusquement à Rosny, au sortir du tunnel de Rolleboise. Et c'était Mantes, et son clocher dans les arbres, Triel, avec les taches blanches de ses plâtrières, Poissy, que l'on coupait en plein cœur, les deux murailles vertes de la forêt de Saint-Germain, les talus de colombes débordant de lilas, la banlieue enfin, Paris deviné, aperçu du pont d'Asnières, l'arc de triomphe lointain au-dessus des constructions lépreuses, hérissées de cheminées d'usines. Cette surabondance des images, que l'œil n'a pas le temps de fixer, rappelle le kaléidoscope. À cette vitesse, l'œil ne distingue plus les discontinuités. Les premiers plans latéraux se fondent en un magma de couleurs, tandis qu'au second plan, malgré les efforts d'accommodation de l'œil, la continuité du paysage éclate en visions fragmentées, en surgissements surréalistes où s'abolit la profondeur, où se mêlent les visions les plus hétéroclites, l'arc de triomphe et la banlieue industrielle. Comme l'écrit Clément Chéroux dans Vue du train, les structures volent en éclats, les objets se télescopent, les formes se fragmentent, se combinent selon 1000 manières, puis se décomposent jusqu'à la dissolution complète dans l'abstraction. Pour le voyageur filant à la vitesse de la machine, le paysage s'efface à peine entrevu et se déforme dans le vertige de la course. C'est lui qui semble lancer à toute vapeur et qui semble emporter le voyageur dans son mouvement. La vitesse efface la distance frontale, raccourcit la perspective et précipite le regard contre l'horizon. Séverine raconte ici à Jacques comment, après avoir aidé son mari Roubaud à tuer le président Grandmorin, elle a dû regagner son wagon par l'extérieur en remontant le train vers l'avant. Elle se trouve ainsi dans la position de Zola, penchée à la portière de la locomotive. Et je me trouvais dehors, sur le marchepied, les deux mains cramponnées à la tringle de cuivre. Il me semblait qu'un orage m'avait prise, me roulait comme une paille, pour aller là-bas m'écraser contre un mur. Derrière mon dos, la campagne fuyait, les arbres me suivaient d'un galop enragé, tournant sur eux-mêmes, tordus, jetant chacun une plainte brève au passage. Les distorsions de la perception ne sont pas moins vives pour celui qui, lui-même immobile, observe le train lancé à pleine vitesse. Ainsi, pour Tanfazy, cloué sur sa chaise dans la maison du garde-barrière, c'est un éclair qui emporte les voyageurs en une vision évanescente. Toutes les faces se noyaient, se confondaient, comme semblables, disparaissant les unes dans les autres. Le torrent coulait, en ne laissant rien de lui. En train, tout devient raie, écrivait déjà Hugo. Pourtant, l'œil s'éduque. Dès les années 60, il a appris à dompter l'impression fugitive, à isoler des instantanés dans la fulgurance des vitres éclairées. Désormais, elles ne se confondent plus en une raie lumineuse, malgré la persistance rétinienne. Certaines d'entre elles, isolées par un flash du regard, dessinent un cadre pour la perception. Le coup d'œil s'est acclimaté au coup de foudre de la vitesse. C'était une apparition en coup de foudre. Tout de suite, les wagons se succédèrent. Les petites vitres carrées des portières, violemment éclairées, firent défiler les compartiments pleins de voyageurs, dans un tel vertige de vitesse que l'œil doutait ensuite des images entrevues. Et Jacques, très distinctement, à ce quart précis de seconde, aperçut par les glaces flambantes d'un coupé un homme qui en tenait un autre renversé sur la banquette et qui lui plantait un couteau dans la gorge. Mais ce coup d'œil ferroviaire entraîne une altération de la conscience, et Zola fait surgir le fantasme au cœur de la perception, comme le feront si souvent ensuite les cinéastes. Il hésitait maintenant. Il n'osait plus affirmer la réalité de cette vision, apportée et emportée dans un éclair.
Ce n'était sans doute qu'une imagination. Et tout cela le glaçait, lui semblait si extraordinaire qu'il finissait par admettre une hallucination. Les fenêtres éclairées du wagon deviennent ainsi un écran à double fonction. Espace de dévoilement du crime, opérateur de vérité, elles sont aussi l'écran lumineux où se projettent les désirs de Jacques, le transparent où il découvre la satisfaction hallucinatoire de sa pulsion criminelle.